L'Allemagne de la Ruhr, année 1950. Une région industrielle en reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Les usines tournent jour et nuit, le charbon traverse les canaux, les familles essayent d'oublier les ruines encore visibles. Mais sous cette façade de renaissance économique, un autre paysage se dessine. Celui d'une population traumatisée, silencieuse, pleine de cicatrices psychologiques. Et au milieu de cette société brisée, un homme encore plus fracturé que le pays lui-même grandit sans surveillance. Joachim Georg Kroll, né en 1933, est le plus jeune de 8 enfants dans une famille extrêmement pauvre. Son père, soldat capturé par les soviétiques, est absent pendant des années. La faim est constante, la misère écrasante. Kroll grandit isolé, lent, peu expressif, incapable de développer des relations normales. Ses camarades se moquent de lui. Les enseignants le décrivent comme arrière, étrange, incapable de comprendre les émotions humaines. Un jeune homme invisible. Après l'école, Kroll trouve des emplois simples. Ouvrier, nettoyeur, manœuvre dans les usines de textile et d'acier de la Ruhr. Personne ne le remarque vraiment. Il passe inaperçu. Toujours seul, toujours silencieux. C'est précisément ce qui le rend si dangereux. La guerre a laissé une marque sur lui, mais pas comme pour les autres. Contrairement à ses voisins qui tentent de cicatriser, Kroll ne ressent rien. Il ne comprend pas la douleur des autres. Il ne comprend pas la peur. Il ne comprend pas la culpabilité. Les psychiatres diront plus tard, il fonctionnait comme une machine. Pas d'empathie, pas de remords. Le vide émotionnel absolu. L'environnement parfait pour disparaître dans la masse. Le bassin de la Ruhr est densément peuplé, plein de petites villes reliées par des trains, remplis de forêts, parcourus par des sentiers isolés, fréquentés par des travailleurs fatigués qui rentrent tard. Les disparitions ou les crimes peuvent now facilement passer inaperçus. Et c'est exactement ce qui va arriver. Le premier meurtre connu de Joachim Kroll remonte à 1955. Il assassine Irmgard Strehl, 19 ans, puis mutile son corps. Ce crime est si brutal que la police refuse d'imaginer qu'un seul homme ait pu agir aussi violemment. Ils pensent d'abord à un détraqué sexuel isolé. Puis, faute de preuves, ils supposent un crime passionnel. Kroll continue d'avancer, lentement, méthodiquement. À chaque meurtre, on retrouve strangulation, viol post-mortem, mutilation, prélèvement de chair, traces de découpe précises, organes manquants. Mais l'Allemagne d'après-guerre n'a pas encore une police moderne. Les dossiers sont mal reliés. Les communications entre villes sont faibles. Kroll se déplace entre Duisburg, Essen, Bottrop, Marl, Recklinghausen, toujours à proximité des rails, des rivières, des parcs isolés. Une double vie terrifiante. Dans la journée, il travaille, il mange seul, il parle peu, il regarde par la fenêtre. Pour les voisins, Joachim Kroll est un homme simple, presque inoffensif. Ils ne savent pas qu'il garde des morceaux de chair dans son réfrigérateur. Ils ne savent pas qu'il note les détails de ses fantasmes dans un petit carnet. Un carnet qui ne parle ni d'amour ni de colère, mais d'appétit. Car oui, Kroll mange ses victimes. Pourquoi le cannibalisme? Contrairement à d'autres tueurs cannibales, Kroll n'est ni rituel, ni démonstratif, ni symbolique. Il déclare froidement « La viande humaine est chère, mais bonne. Je voulais économiser. » Cette phrase glace les enquêteurs. Ce n'est pas du délire. Ce n'est pas du satanisme. C'est une logique froide, domestique, presque banale. La méthode Kroll, un protocole horriblement ordinaire, il choisit une victime vulnérable. Enfant seul, femme isolée, jeune fille qui marche après l'école. Il l'aborde calmement, sans menace apparente. Il l'étrangle, généralement avec ses mains. Il transporte le corps dans un endroit isolé. Buissons, forêts, toilettes publiques abandonnées. Il découpe méthodiquement. Il emporte des morceaux pour plus tard. Le reste est abandonné, presque posé avec soin. La banalité du mal, incarnée Hannah Arendt, parlait du mal banal, le mal sans passion, le mal administratif. Kroll est la définition même de ce concept. Pas de colère, pas de haine, pas de vision, pas de justification religieuse, pas de plaisir sadique identifiable. Juste une faim, un besoin,
une routine, comme si la vie humaine n'était qu'un ingrédient. Pendant plus de 20 ans, un seul homme commet au moins 14 meurtres, et probablement davantage. Pourquoi la police n'a-t-elle jamais relié les crimes? Parce que les victimes étaient barres et variées, âges différents, villes différentes, armes différentes, signatures confuses. Kroll changeait de technique selon l'occasion. Il prenait parfois un couteau, parfois ses mains, parfois un outil trouvé sur place. Et surtout, il se déplaçait constamment. La Ruhr est un labyrinthe urbain. Des trains relient chaque ville en 10 ou 15 minutes. Kroll voyage avec un petit sac, invisible, les suspects erronés. L'Allemagne commet des erreurs tragiques. Un homme se suicide après avoir été accusé d'un meurtre commis par Kroll. Un autre est interné à tort. 2 suspects innocents servent des années de prison. Kroll observe tout cela de loin et continue. La panique silencieuse. Les meurtres d'enfants commencent à attirer l'attention. Mais la police ne fait pas le lien. Chaque ville pense que le meurtrier est local. Ils ignorent qu'il monte simplement dans un train et recommence ailleurs. Le 3 juillet 1976, tout s'arrête. Pas à cause d'une enquête brillante, pas à cause d'une erreur majeure, mais parce que une canalisation se bouche. Les voisins se plaignent. Mauvaise odeur, eau qui remonte, tuyaux obstrués. Un plombier ouvre la canalisation et trouve de la peau humaine, de petits morceaux, des intestins. La police suit le réseau des tuyaux. Ils mènent à un appartement banal, sombre, modeste. Le logement de Joachim Kroll. La scène dans l'appartement. La police entre. Kroll est assis calmement à table. Sur la cuisinière, une marmite. Dans la marmite, des morceaux d'une jeune fille disparue depuis la veille. Dans le réfrigérateur, d'autres morceaux soigneusement emballés. Kroll regarde les enquêteurs sans émotion. Puis il dit « Je ne comprends pas. Je pensais qu'il y avait assez de place dans les tuyaux. » L'aveu qui choque l'Europe. En salle d'interrogatoire, Kroll avoue 14 meurtres confirmés, 20 tentatives d'agression, un mode opératoire stable, un cannibalisme utilitaire. Les policiers ne croient pas à sa neutralité émotionnelle. Il ne tremble pas. Il ne pleure pas. Il ne sourit pas. Il attend simplement la prochaine question. Les psychiatres sont unanimes. Joachim Kroll n'est pas un génie du mal. Il n'est pas un démon. Il n'est même pas un sadique sophistiqué. Il est une absence. Un homme sans affect. Ils décrivent une intelligence très basse, aucune empathie, incapacité émotionnelle totale, difficulté à comprendre ses propres actes, absence de culpabilité. Kroll n'est pas fou au sens légal. Il comprend ce qu'il fait, mais ne comprend pas pourquoi c'est mal. Pour lui, tuer, cache obtenir de la viande, plus satisfaire un besoin simple. La question centrale. Peut-on appeler cela le mal si celui qui le commet n'a pas conscience morale, ou est-ce encore plus terrifiant? La leçon du cannibale de la Ruhr. Le cas Joachim Kroll nous révèle quelque chose d'effroyable. Le mal ne porte pas toujours un visage monstrueux. Il ne crie pas, il ne rit pas, il ne hurle pas. Parfois, il est silencieux. Il habite un homme qui mange seul, un voisin discret, un ouvrier banal. Le mal peut être spectaculaire ou ordinaire. Et c'est précisément ce qui fait de Joachim Kroll l'un des tueurs les plus perturbants du XXe siècle.